Alors, tout le monde est conscient que le monde d'aujourd'hui mute pour des tas de raisons, mais dans le domaine de l'alimentation, les grands sujets qui obsèdent et la presse au quotidien, ce sont effectivement les scandales alimentaires. Les scandales alimentaires, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'il y a une émergence de maladies environnementales qui ont des conséquences sur notre santé et que tout le monde, en tout cas ceux qui travaillent dans les filières agroalimentaires, sont très conscients que demain, il faudra changer le modèle. Alors je le dis d'autant plus que on entend parler d'agroécologie de plus en plus, on entend parler de différentes techniques d'agriculture et toutes ces techniques ont pour vocation, à un moment ou à un autre, de ramener l'homme au centre du dispositif, c'est-à-dire faire en sorte que l'homme et la terre, ensemble, construisent un monde de partage. Ces sujets m'ont toujours obsédé. Je ne rentrerai pas dans l'histoire de ce que j'ai créé il y a 22 ans, qui était devenu le Conservatoire national de la tomate. On cultive 657 variétés de tomates aujourd'hui, et dont on se disait il y a une vingtaine d'années que la richesse variétale n'avait pas grand intérêt, sinon que c'était beaucoup de couleurs pour la tomate et beaucoup de formes différentes. Aujourd'hui, on a compris que la portée, et on utilise le mot de biodiversité, de cette richesse variétale a des applications tant sur la santé, sur la cosmétique, évidemment sur les sujets organoleptiques, c'est-à-dire de transformation pour la nourriture. Alors, si je rappelais ce petit sujet qui était celui de dire que la biodiversité c'est essentiel dans l'émerveillement mais en même temps dans notre économie, aujourd'hui on s'aperçoit que la biodiversité doit être remise, dans sa fonction générale. Et la fonction générale c'est quoi? L'agriculture pour tous, c'est avoir dans son assiette à peu près toute l'année ronde des tomates en contre-saison, des fruits et légumes en contre-saison. Et en même temps, c'est de ne pas s'apercevoir que cette agriculture, ce maraîchage dans le cas des fruits et légumes, viennent d'une agriculture normée, qui depuis 50 ans correspond à ce que nous avons décidé en France, et qui était de dire il faut une agriculture très productive. Et en même temps, la productivité, on l'a tirée, alors je ne vais pas faire un cours d'agronomie et de chimie, on l'a tirée de l'azote notamment, de la chimie, de ce qu'on va mettre dans le sol pour avoir une agriculture productiviste. Cette agriculture a détruit les sols totalement pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, on a des sols inertes, morts, et dont la fertilité n'est autre que simplement les intrants. Et les intrants ont des conséquences, évidemment, sur la santé, c'est ce que je disais au départ. L'agroécologie, c'est quoi? C'est le regard qu'on a sur le vivant, et encore une fois, pour faire court, c'est le regard qu'on a sur une écologie qui va restituer le vivant dans le sol, et en même temps, se préoccuper des aliments. Ce qu'on a fait à la Bourdaissière, pour venir à ce que disait Vincent, c'est réfléchir sur comment cette agroécologie inspirée par un certain nombre de techniques peuvent donner lieu à des micro-fermes. Micro-fermes, c'est quoi? C'est des fermes de moins de quelques hectares, donc de 4 ou 5 hectares. Dans le cas de la Bourdaissière, c'est 1 hectare, 1 hectare. Comment ces micro-fermes peuvent conduire à l'indépendance alimentaire des territoires, c'est-à-dire à la résilience des territoires, fondée sur un certain nombre d'études qui permettent de comprendre ce que sont les externalités positives de ce type de ferme. Alors ça veut dire quoi les externalités positives? On l'a dit, les sols sont morts, donc il y a une problématique d'écologie des sols. Et ça a un impact sur l'économie absolument considérable. On ne se rend pas compte que des sols morts, on va le payer, c'est plus de pollinisateurs, c'est des sols qui n'ont plus de fertilité, c'est des nappes phréatiques qui évidemment sont complètement polluées. Et donc ça a un coût pour l'économie en général. Ensuite, il y a la santé humaine. On sait très bien que tout ce que l'on mange et qui est issu d'une agriculture dans laquelle il y a des intrants qui ont pollué est une sorte de bombe à retardement. Les maladies, c'est la fertilité, c'est les cancers, c'est la maladie de Parkinson, c'est l'ensemble de ça. Et puis, il y a effectivement tous les enjeux tout simplement d'agronomie, mais ça on y reviendra. Puis il y a les enjeux évidemment d'emploi. Aujourd'hui, ce qui est absolument aberrant, c'est que pour certains, vous devez savoir qu'une calorie alimentaire produite nécessite aujourd'hui 7 calories d'énergie fossile. Ça veut dire qu'on détruit de l'énergie fossile, on détruit la ressource naturelle pour nourrir effectivement le monde,
parenthèse, on nourrit le monde de produits évidemment de très mauvaise qualité, et deuxième parenthèse, on nourrit des animaux plus que des hommes. Donc on nourrit du bétail plus que des hommes. Donc on doit se souvenir qu'il y a 50 ans, pour faire pousser une calorie, les produits d'une calorie alimentaire, on avait besoin d'une demi-calorie fossile. Donc, voilà, troisième chose, l'emploi, remettre l'homme au centre de la dispositif. Et puis ensuite, et dernière chose, l'économie des territoires. Donc, cette ferme, à la Bourdaissière, qui est inspirée par la permaculture, on a été inspiré par plusieurs grands projets, notamment la ferme du Béquéloin en Normandie, est un projet porté par une association qui s'appelle Ferme d'Avenir, et qui a pour vocation de modéliser pendant 4 ans une ferme qui devra atteindre son point d'équilibre au bout de 4 ans, qui devra sur 1,2 hectare démontrer qu'on peut créer 3 emplois, produire 100 000 euros de chiffre d'affaires sur cette ferme d'1,2 hectare, je veux dire sur les 100 000 euros, et en même temps montrer que sur le plan de ses externalités, c'est-à-dire ce que j'ai indiqué sur le plan de l'agronomie, sur le plan de l'écologie des sols, sur le plan évidemment de la santé humaine, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'emploi et sur le plan de l'économie, l'ensemble de ces externalités montre que les indications et les recommandations qui ont été faites sur la transition énergétique, et c'est là où osons la révolution est essentielle, c'est le changement de modèle, qui est de dire décarboner l'économie, c'est décarboner l'agriculture, c'est Carbone 4 qui l'a écrit, c'est ceux qui ont écrit le rapport sur la transition énergétique, Jean-Marc Jancovici à Lagrangeant. Il faudrait 50 à 100 000 micro-fermes en France dans les 25 ou 30 prochaines années. 25 ou 30 prochaines années, ça veut dire changer le paysage de cette agriculture nourricière qui va faire en sorte que on ait une société apaisée, mais une société effectivement qui remet cette notion de partage à travers le rapport d'un homme et nature apaisé au centre de la préoccupation de chacun. Et donc, les effets économiques peuvent être effectivement considérables, car je rappelle que la santé est mutualisée dans notre pays, c'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, tout le monde paie. Je rappelle que la destruction des écosystèmes est mutualisée dans le monde, on paiera tous, et je rappelle effectivement que le chômage est mutualisé et qu'un ensemble de fonctions qui sont des coûts, des externalités négatives, sont mutualisées. Donc cette expérimentation qui a commencé il y a quelques mois à la Bourdaissière et qui va s'étendre sur 4 ans, tente à démontrer que, si ça fonctionne, alors 100 000 euros, pour les gens qui se posent la question, plusieurs expérimentations inspirées par la permaculture, je pourrais aussi expliquer ce qu'est la permaculture, ont montré dans différents pays, notamment au Béquéloin, suivi par la comparative INRA, et dans notre cas, on a un comité scientifique, économique et social qui est piloté par la comparative INRA, par Pierre-Émeric Curie, par le projet et par d'autres institutions, notamment la chaire sur le social business HEC, pour démontrer encore une fois que c'est de l'ordre du possible, et de dire que finalement, l'ensemble de ce dispositif fonctionne déjà dans différents pays dans le monde. On a aux États-Unis, et le Goldman a prouvé que sur 4 hectares, on pouvait produire jusqu'à 245 000 $ par hectare produite avec à peu près 10 personnes dans l'année, c'est-à-dire 3 personnes qui travaillent toute l'année ronde et 9 personnes. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle, c'est quelquefois une personne pour 1000 hectares. Jean-Martin Forté au Canada, 8 000 mètres carrés, 3 personnes, 125 000 $ de production, 30 000 $ de création de ferme, 36 000 $ de création de ferme, c'est même pas le prix d'un tiers d'un tracteur. Ça veut dire que le modèle commence déjà à fonctionner. Bon, il n'a jamais été modélisé. Et le propos de la Bourdaissière, c'est de modéliser tout ça. Alors, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que on s'aperçoit que la permaculture, qui n'est pas une technique agricole, mais qui est une philosophie, comme je le disais, remet l'homme, la nature et le partage au centre du sujet et du débat. C'est de bien montrer que les externalités positives sur le plan de la santé, sur le plan de l'économie du territoire, sur le plan de l'éducation, sur le plan effectivement de la santé des sols et en même temps sur le plan de l'abondance et du paysage, c'est effectivement la possibilité pour les territoires de vivre leur révolution. Et leur révolution, pourquoi on est dans un monde où on a beau expliquer que la mondialisation c'est formidable, la préoccupation de plus en plus fera que les gens se préoccupent de leur territoire, de leur identité, de leurs racines. Alors, tout ça, c'est très beau, mais effectivement, il faut flécher des projets, c'est-à-dire flécher l'investissement,
et modifier, et c'est là où le osons la France, le problème c'est qu'on est entouré de politiques, j'espère qu'il y en a qui nous écoutent, on est entouré de politiques qui se disent, mais finalement, c'est quoi une micro-ferme d'un hectare, 2 hectares? Nous, on a plein de terrains, on est une collectivité, ou on est une personne privée, ou on est une entreprise, on pourrait mettre à disposition 1 hectare, 2 hectares, faut-il encore qu'on soit sûr que ça fonctionne. Mais pour que ça fonctionne, il faut modifier effectivement le bail commercial, le bail agricole, il faut modifier la notion de travail, avec notamment les notions de bénévolat, parce que les fermes n'existeront que s'il y a une partie de bénévolat pour le moment de la création de la ferme, on le sait, on arrive à le mesurer, et en même temps, il faut modifier le rapport qu'on a, non pas à la notion de salaire minimum, parce que bien évidemment, l'idée c'est que les gens soient bien payés, mais qu'ils aient une vie différente, parce qu'encore une fois, les agriculteurs de demain sont pas ceux d'hier, ce sont des agriculteurs qui sont des gens un peu comme nous, la société civile, qui pourront redevenir agriculteurs, mesurer le fait que c'est moins fatigant de travailler dans ces fermes inspirées par l'agriculture plutôt que dans des fermes classiques, et en faire en sorte que les politiques n'aient pas peur de permettre des dispositifs qui vont flécher l'investissement, flécher la fiscalité différemment, flécher la notion juridique, pour faire en sorte que les projets naissent dans les territoires de plus en plus portés par un écosystème qui sera évidemment relié les uns aux autres, un peu comme des coopératives, et qui font que le chiffre qui a été indiqué de 50 à 100 000 fermes est de l'ordre du possible. Alors, j'ai un garçon qui vient me suivre qui s'appelle Guillaume Chéron. On ne s'est jamais rencontré, mais on a entendu parler de l'un de l'autre à de nombreuses reprises. Et Guillaume est un exemple formidable, je crois que c'est moi qui vais faire la transition, même si Vincent devrait la faire, qui a inventé quelque chose qui s'appelle la ruche kiwi, et qui a éclos exactement comme une ruche qui, soit dit en passant, ont besoin effectivement ce sont des pollinisateurs et ont besoin qu'on s'occupe d'elles parce que, comme vous savez, il y a un effondrement des pollinisateurs dans ce monde, il y a aussi un effondrement de la biodiversité. Eh bien, non pas l'effondrement, mais le succès de la ruche kiwi montre à quel point, aujourd'hui, relier dans les territoires la notion d'une agriculture de qualité, relier dans les territoires la notion de lien social, relier dans les territoires la notion de compréhension de qui fait quoi, c'est-à-dire qui produit quoi, c'est-à-dire la notion de je mets dans mon corps quelque chose qui est essentiel à ma vie, c'est l'énergie, mais cette énergie, je ne peux pas la confier à n'importe qui, et certainement pas à une organisation extraordinaire qui vous empoisonne et qui en même temps revête le vivant. Donc osons la révolution.